Bonjour mesdames et messieurs, je suis très contente de vous présenter les actualités thérapeutiques dans les malformations vasculaires. Merci. Parce qu'il y a de grandes nouveautés ces derniers temps et que les acteurs français du centre de référence ont été particulièrement impliqués, donc c'est un plaisir que de présenter cela. La prise en charge des malformations vasculaires, capillaires, lymphatiques, veineuses, combinées, artério-veineuses, repose généralement, comme vous le savez, sur une concertation entre les médecins, les malades. Et on a les outils suivants. On a de la physiothérapie, on a de la radiologie interventionnelle, sclérothérapie, embolisation. On peut utiliser des lasers divers, des radiofréquences, d'autres traitements physiques. Il y a l'option chirurgicale aussi. Et puis, les médicaments, jusqu'à il y a 10 ans en tous les cas, avaient très peu de place. Et moi, je veux parler non pas de l'exhaustivité de l'actualité, mais vraiment de la nouveauté médicamenteuse dans les malformations vasculaires. L'impulsion a été donnée par cette publication de 2011 par une équipe américaine rapportant 6 enfants ayant des anomalies vasculaires variées. Il y avait des tumeurs compliquées, des malformations vasculaires. Une petite série d'enfants qui ont été traités efficacement par du sirolimus. Le sirolimus, encore appelé rapamycine, est une molécule qui a été découverte dans les années 70. C'est donc pas une grande nouveauté. Et elle a été développée dans les années 1990 comme un traitement immunosuppresseur, l'indication officielle actuelle étant l'immunosuppression pour prévenir du rejet de greffe chez les transplantés rénaux à partir de l'âge de 13 ans. C'est l'indication officielle et en général, c'est utilisé avec un autre immunosuppresseur, la cyclosporine ou d'autres choses. Alors, le sirolimus a pour mode d'action d'inhiber la voie mTOR. mTOR, c'est un acronyme, Mammalian Target of Rapamycine. Et c'est une protéine, sérine thréonine kinase, qui a un très large champ d'action sur la cellule, avec des propriétés sur le métabolisme, sur la survie cellulaire, mais également des propriétés anti-angiogéniques et anti-lymphangiogéniques qui sont intéressantes dans le cas présent. Alors de 2011 à 2016, il y a eu beaucoup de petites séries de patients qui ont été publiées, des cas isolés. Et si on fait un point et qu'on s'arrête sur 2016, eh bien, il y avait environ 145 patients qui ont été publiés, dont l'histoire a été publiée. Ça, c'est une revue systématique qui a recensé tous les cas jusqu'à fin 2014. Il y en avait 84. Et ici, une cohorte américaine de 61 patients qui a suivi, en termes de publication, qui a suivi la revue systématique. Et donc, pour faire un point à ce stade-là, on avait l'impression que le sirolimus est efficace dans les malformations lymphatiques, est efficace mais de façon moindre dans les malformations veineuses, avec une efficacité qui est nulle dans grosso modo 10% des cas, qui est partielle dans 90% des cas et qui est vraiment complète dans 0% des cas. Mais c'est déjà quelque chose. Et elle semble inefficace dans les malformations artério-veineuses, mais il y avait très peu de données publiées, puisque c'est plus rare encore. Alors en ce qui concerne la rapidité d'efficacité, la médiane est assez rapide puisque c'est 15 jours. C'est la courbe en rouge qu'il faut voir qu'il faut regarder pour les malformations vasculaires, avec une efficacité qui peut aller en termes de début de 24 heures, donc ça peut être rapide, à 6 mois. Donc il faut toujours se laisser un petit peu de temps avant de dire qu'on est en échec. Les effets les plus fréquents de ce traitement, qui a un gros avantage, c'est qu'il se prend par voie orale. Et donc l'avantage, alors là j'ai mis les comprimés, mais il y a aussi du sirop. Les effets secondaires les plus fréquents, ce sont les aftes buccaux, dont le mécanisme n'est pas parfaitement élucidé, qui surviennent dans 5 à 30% des cas. Et puis des effets plus classiques de médicaments immunosuppresseurs, asthénie, troubles digestifs, céphalées, de façon très rare, des pneumopathies d'hypersensibilité, des infections. Et biologiquement, sur les prises de sang, il faut regarder régulièrement les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, le foie et les lipides qui peuvent être augmentés. Le premier essai comparatif, la première étude comparative est celle-ci, qui a été publiée en 2018. Et c'est une étude internationale, puisqu'il y a des centres du Royaume-Uni, il y a quelques centres français aussi, et c'est l'équipe de Dijon qui était le promoteur en France de cette étude.
Alors, c'est une étude qui a étudié le sirolimus à petite dose, à dose moindre par rapport à celle qu'on utilise chez les transplantés rénaux. L'idée étant que ça puisse être aussi efficace, il y avait un rationnel pour ça, et de trouver, bien sûr, comme toujours, la dose minimale efficace, c'est ce qu'on recherche toujours. Les patients, ce n'étaient pas des patients tout venants, c'est des patients qui avaient un syndrome hypertrophique associé à la malformation vasculaire, chez lesquels des mutations sur un gène appelé PIK3CA ont été prouvées. Virginie en parlera plus tard, juste après même. Et je vous ai parlé de la protéine mTOR sur laquelle agit le sirolimus. Eh bien, cette protéine, en amont, il y a d'autres protéines et il y a celle-ci. Et celle-ci est codée par ce fameux gène PIK3CA qui est activé dans les maladies en question. Et donc, l'intérêt de donner du sirolimus, c'est que si tout ça est activé, eh bien, il faut inhiber à ce stade-là de façon à limiter l'angiogenèse, la prolifération, etc. Donc, le rationnel est très intéressant. Et donc, toutes ces malformations vasculaires associées à une hypertrophie sous-jacente avec mutation somatique activatrice de PIK3, ça comprend en fait différentes entités cliniques. Il y a le syndrome de Clove, syndrome de Klippel-Trenaunay, il y a plein d'entités cliniques associées à cela. Et je vais parler du terme de PROS, puisqu'on va y revenir. C'est toutes ces entités, tout ce spectre d'entités où on trouve un syndrome hypertrophique et une mutation PIK3CA activatrice. Donc, les 39 patients qui donc avaient un syndrome entrant dans le spectre PROS, qui ont participé à l'étude, il y avait des enfants et des adultes, l'âge moyen était de 16 ans et demi. Ils ont d'abord été soumis à 26 semaines de phase observationnelle, c'est pour ça que je parle d'études comparatives, et ensuite 26 semaines de traitement par sirolimus à faible dose. Et les résultats qui étaient obtenus par une technique radiologique de densitométrie sont les suivants. On trouve une réduction de 7,2% du volume, ce qui est une réduction, mais ce qui n'est pas majeur non plus, au prix de quand même 18% d'effets indésirables sévères. Alors, on voit ici la variation pendant la phase d'observation du membre affecté et du membre sain. On voit qu'il variait pas mal, enfin que ça augmentait un petit peu. Et ici, c'est après le traitement, où quand même, on voit que la variation du membre atteint grâce au traitement est diminuée par rapport à l'autre membre. A fait suite un essai qui est multicentrique et français, promu par l'équipe de Tours, à laquelle j'appartiens, et qui a été financé par un appel d'offres ministériel, le PHRC national, en 2014. L'étude est terminée en termes de recrutement, mais nous n'avons pas encore analysé toutes les données. Elles seront disponibles, j'espère, d'ici 1 an. Donc cet essai n'est pas tout à fait la même chose que l'essai précédent, puisqu'il ne s'intéresse pas aux PROS uniquement, mais à tous les enfants, c'est une étude exclusivement pédiatrique, ayant des malformations vasculaires de bas débit, veineuses, lymphatiques ou combinées, PROS ou pas PROS, avec des mutations ou sans mutation. Donc on part sur la clinique et qui reçoivent du sirolimus à une dose qui est la dose classique décrite chez les transplantés rénaux. Les 64 patients attendus ont donc été inclus. Ils ont également eu une phase d'observation initiale, puis un traitement par sirolimus. Et la randomisation a porté sur le moment du switch entre l'observation et le sirolimus. Et c'est ce delta qui permettrait d'avoir des données avec un bon niveau de preuve, sachant que les patients ont une IRM ici, une IRM à ce moment-là, une IRM là, et on pourra bien comparer la phase pendant le traitement et la phase sans traitement. Donc les données disponibles dans quelques temps. Alors je vous montre juste le premier patient, le jeune garçon de 15 ans qui a été inclus à Tours, c'était notre premier. Et donc il avait une malformation qu'on voit, combinée, lymphatique, veineuse, capillaire. Ça c'est avant le traitement, ça c'est après le traitement. On ne va pas dire que c'est absolument miraculeux quand on regarde les faits. On voit qu'effectivement, c'est un petit peu atténué. Mais ce qui est intéressant chez cet enfant, en tous les cas, c'est qu'il avait une douleur ici qu'il évalue à 10 sur 10 et une douleur maintenant qu'il évalue à 0 sur 10. Donc c'est probablement plus sur les problèmes fonctionnels et sur la douleur que le traitement sera efficace que sur l'aspect vraiment clinique. Mais on attend les résultats.
Le sirolimus ne se donne pas seulement par voie orale, il peut être donné également par voie locale, mais la formulation en crème n'est pas commercialisée à ce jour et chacun la prescrit à des pourcentages, enfin des concentrations un peu différentes, de façon différente, dans des indications différentes, et ce depuis 2005. La première publication recensée est en 2005. Donc l'équipe d'Angers a publié, a été la première et la seule, je crois, à avoir publié une formulation de sirolimus 0,1% dans une crème dont la stabilité et la conservation ont été étudiées. On sait, par exemple, que la stabilité est de 85 jours. Donc on fait les choses, quand on utilise ce produit, en connaissance de cause, en fait. Et c'est ce produit qui sera utilisé dans le cadre d'un autre essai multicentrique national français qui a également reçu un appel d'offres PHRC national en 2017, promu par Tours et auquel participeront de nombreux centres, il y en a 16 en France, et qui étudiera cette fois uniquement les malformations lymphatiques microkystiques cutanées. C'est ce qu'on voit là. Alors l'idée est que sur une zone de malformation chez l'enfant ou chez l'adulte, on divise deux zones, A et B, séparées par une zone tampon entre les deux pour éviter la contamination, et qu'il y a un tirage au sort. L'une recevra la crème placebo, donnée par Angers également, et l'autre, la formulation de sirolimus topique développée par l'équipe d'Angers. Et pendant 3 mois, une infirmière appliquera les deux produits. Et au terme de ces 3 mois, le médecin analysera sur un score de 0 à 5, qu'on appelle le PGA, Physician Global Assessment, l'efficacité sur les deux zones et on pourra comparer. Et au terme de ces 3 mois, eh bien, il y aura l'intégralité de la zone qui recevra le traitement. Donc ce protocole n'est pas encore en cours, il débutera dans les quelques mois à venir. 2018, on change un petit peu, ce n'est plus le sirolimus cette fois, c'est le Bill 719 qui a été très médiatisé puisque ça a fait la une de plusieurs journaux. Là, c'est Le Parisien. Et il a été publié également remarquablement dans la prestigieuse revue Nature en 2018. Donc, c'est l'équipe de Necker qui a publié ce travail. Et cette fois, on s'intéresse de nouveau aux patients ayant spécifiquement un PROS avec les mutations PIK3CA démontrées et un traitement qui n'est plus cette fois un traitement assez large agissant sur mTOR, mais des traitements nouveaux qui agissent sélectivement sur cette protéine dont je vous rappelle, qui est codée par ce gène qui est suractivé. Donc là, on entre dans les thérapies ciblées. Et cet inhibiteur spécifique de PIK3, le Bill 719, a été développé, a été publié dans ce travail en suivant 5 étapes. La première étape, ça a été la constitution d'un modèle animal de PROS. La deuxième étape, ça a été, sur ce modèle animal, de chercher, de tester l'efficacité du produit, l'inhibiteur PIK3, sur ce modèle. Et vous voyez ici le modèle animal qui est une souris transgénique. Et on voit ici la masse de malformation hypertrophique. Et ici, au bout de 15 jours, elle a fondu. Il en reste un petit quelque chose, mais elle a fondu. Quand ils arrêtaient le Bill 719, il y a une récurrence très rapide. La troisième étape a été de comparer avec le sirolimus sur ces souris. Et si le sirolimus était efficace sur les souris, le Bill 719 l'était largement plus. La quatrième étape a été de proposer à 2 patients, un adulte de 27 ans ou 29 ans, je ne sais plus, et un enfant de 9 ans, ce produit qui se donne également par voie orale à titre compassionnel. Parce que ces 2 patients avaient un PROS avec des compressions induisant une mise en jeu du pronostic vital. Et chez ces 2 patients, il y a une très bonne efficacité du traitement, incomplète, mais très efficace tout de même. Et la dernière étape qui a été montrée dans cette publication a été l'utilisation du produit sur 17 patients, 14 enfants et 3 adultes, atteints de PROS très sévères. Et le traitement a été dosé à des doses de 50 à 250 mg par jour, avec l'efficacité qui est la suivante. Ça, c'est quelques exemples de la publication que j'ai pris. Avant de débuter le traitement, après 6 mois de traitement, on voit une amélioration nette.
avant le traitement et 6 mois au bout de 6 mois, avant le traitement au bout de 6 mois, simplement flagrant ici, mais tout de même. L'efficacité qui a été trouvée, enfin qui a été mesurée, a montré une réduction en termes de circonférence moyenne du membre hypertrophique. À 3 mois, réduction de 12,6%, à 6 mois de 16,3%. Et sur le volume radiologique, de 27% à 3 mois de réduction et plus d'un tiers, 37,8% à 6 mois, avec une tolérance chez ces patients qui était globalement bonne, quelques aftes et quelques cas d'hyperglycémie. Et enfin, on reste sur ce type de molécules, les inhibiteurs sélectifs de PIK3, avec un protocole qui est en cours et qui recrute encore. Et cette fois, c'est un autre inhibiteur de PIK3 qui est étudié, c'est le tazélizib, qui se prend également par voie orale. Donc le protocole s'appelle TOTEM, c'est un essai qui est industriel et qui inclut des centres au Royaume-Uni et plusieurs centres en France. Il y a 18 centres et qui est promu en France par l'équipe de Dijon. 30 inclusions étaient attendues. Pour l'instant, la phase 1, qui était de tester chez 6 patients français à 1 mg par jour, a été faite. Et nous en sommes à la phase 2, où il y a 24 patients attendus, mais une partie sont déjà incluses, mais il en reste encore à inclure, à 2 mg par jour, sachant que ces doses sont ajustées selon les données de la pharmacocinétique et selon la tolérance durant l'essai. Toutes les imageries sont centralisées à Dijon. Et l'objectif est bien sûr d'évaluer l'efficacité de ce traitement, mais se focalise sur la tolérance chez ces patients, avec comme critère d'évaluation important la survenue de toxicité, doses limitantes. Alors voilà un petit peu la façon dont c'est planifié. C'est sur environ 1 an, avec plusieurs visites, dont 2 sur le site de Dijon, où se font toutes les données de pharmacocinétique qui sont assez pointues. Et donc, depuis 2011, où on n'avait pas de traitement médicamenteux, et maintenant, où on a le sirolimus sous toutes ses formes et des inhibiteurs spécifiques de PIK3, eh bien, il y a eu des avancées considérables. L'objectif maintenant, ça va être de poursuivre ces pistes, de terminer les études entamées, de comparer aussi sirolimus à PIK3, inhibiteur de PIK3 chez l'adulte, bien sûr, mais ça va être aussi de trouver d'autres pistes pour d'autres pathologies vasculaires, en particulier les malformations artério-veineuses, qui ne font pas partie pour l'instant de cela. Merci pour votre attention.